Hubert Reeves, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Claude Sérillon. Vous ressemblez à un amoureux qui se languirait de sa belle et qui regarderait une étoile peut-être, non? Qu'est-ce que vous regardez C'est là? la lune dont on va parler beaucoup ce soir. Mais alors, dites-moi, la Lune, on a l'impression qu'on sait presque tout d'elle. Elle nous est proche, c'est notre petite amie. Alors, vous êtes encore passionné par la Lune? Oui, c'est effectivement l'astre le plus proche de nous. Et pendant longtemps, on ne savait même pas, on savait très peu de choses sur elle. Ce que nous avons appris, par exemple, son origine et bien d'autres choses, nous le savons depuis 25 ans, en grande partie grâce à l'exploration de la Lune dont nous allons parler ce soir. Alors ce soir, on se retrouve pour cette 4e nuit des étoiles. On salue les téléspectateurs français, mais aussi, ça vous faire plaisir, Hubert, ceux du Québec et du Canada qui nous suivent en direct sur TV5. Et Oui, sur j'étais TV5 content d'apprendre Europe. que ça allait être transmis Voilà. au Canada. Les premières nuits des étoiles, on a parlé de la galaxie, de Saturne, on a parlé d'étoiles qui étaient très 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 loin de nous. Là, c'est la Lune, parce qu'il y a un événement. Il y a 25 ans, quasiment jour pour jour, le 20 juillet à 21h56, 21 juillet à 3h56 pour les deux hommes marchaient pour la première fois sur la Lune. Vous vous souvenez où vous étiez à ce moment-là? Oui, à Montréal, effectivement. J'étais avec mes enfants, on regardait le spectacle, c'était très impressionnant. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'à partir de cette date-là, il y avait une nouvelle étape, quelque chose de vraiment nouveau et de vraiment plus enthousiasmant qui se passait? Pas nécessairement. C'est dans la poursuite d'une évolution de l'exploration du cosmos. Ça a été une époque importante, bien sûr, mais il y a eu beaucoup d'époques importantes comme celle-là. Alors vous allez être notre guide, comme d'habitude, pour cette 4e nuit des étoiles. Et vous, téléspectateurs, vous, auditeurs de France Inter, vous allez pouvoir suivre très attentivement pendant 4 heures cette émission exceptionnelle, avec notamment Patrick Esters. Oui, Claude, et pour pouvoir suivre peut-être un petit peu notre balade sur la Lune, on va utiliser la carte de la Lune telle qu'elle se présente ce soir, c'est-à-dire le côté gauche dans l'ombre, le côté droit illuminé par le soleil. Alors, une carte qui a été distribuée à plus de 120 000 exemplaires dans le public par des associations, mais aussi dans des journaux. Télérama Junior, Télérama et Okapi, c'est-à-dire au total pratiquement 1 million de cartes de la Lune qui circulent ce soir. La participation, bien sûr, ici des astronomes amateurs est massive. On peut le constater avec les instruments qui ont été installés ici, tout spécialement pour l'émission, et avec la présence d'Olivier Lasvernias, qui représente 3 associations très importantes en France. Alors effectivement, la Société astronomique de France, l'Association française d'astronomie et l'Association nationale sciences techniques jeunesse, comme tous les ans, se sont joints à cette opération et organisent non seulement ici ce site d'observation, mais aussi 200 sites partout en France. Il y en a aussi d'ailleurs en Belgique, il y en a également en Tunisie. Et sur chacun de ces sites, on pourra observer, en même temps qu'on regarde l'émission, on pourra observer en détail la Lune et en savoir beaucoup plus sur cet astre. On peut trouver donc les lieux où on peut se rendre dans les magazines qui viennent d'être cités et aussi par le 3615 France 2 où on a toutes les informations nécessaires pour s'y rendre. Voilà, alors on va entrer directement dans le vif du sujet avec Apollo 11, la mer de la tranquillité, le site où Apollo 11 s'est posé il y a pratiquement 25 ans, jour pour jour. Alors vous voyez à peu près, ça se trouve sur le milieu de la Lune, à peu près, sur cette carte, et on le trouve grâce à la grande tache ici, qui est la mer de la tranquillité. Et alors Olivier, grâce à vos caméras sur vos télescopes, vous allez nous montrer en direct maintenant la mer de la tranquillité. Utilise, on va découvrir dans le champ la zone de la mer de la Tranquillité. C'est donc le bas de la mer de la Tranquillité qui nous intéresse plus particulièrement. En bas du champ, il y a une espèce de petit promontoire, c'est la limite de cette mer. Et c'est à cet endroit précis que s'est posé Apollo 11, il y a quasiment 25 ans aujourd'hui même. Et on voit donc exactement le point où il se situe. C'est presque au centre de l'écran, à côté de 2 petits cratères jumeaux. Et alors il y a 3 petits cratères là qui ont une histoire bien particulière. Alors absolument, sur cette zone de la Lune, il y a 3 cratères qui sont très particuliers parce que ce sont les seuls qui portent le nom de personnes vivantes. Ce sont les 3 astronautes qui ont participé à la fabuleuse aventure d'Apollo 11, c'est-à-dire Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins. Et chacun d'entre eux a donné son nom à un tout petit cratère qui est à la limite de ce qu'on voit à l'écran. Michael Collins, qui n'a pas marché bien sûr sur la Lune, qui est le plus grand frustré peut-être de l'histoire de l'astronautique, puisque lui est resté tourné pendant que les 2 autres descendaient. Merci, on se retrouve pour cette 4e nuit des étoiles, comme d'habitude, dans le site de Gourgoubès, le théâtre de la pleine lune. Humbert Camerlot, merci de nous accueillir de nouveau. On peut dire à peu près où on est, ou alors il faut que ça reste un petit peu secret parce que c'est un lieu expérimental? On peut dire un peu où on est, on se trouve au sud du Massif central. Le Puy des Cévennes et environ 30 km de la mer à vol d'oiseau en pleine Garrigue. Tout à l'heure, vous nous expliquerez ce que l'on fait plus précisément ici dans ce site de Gourgoubès au théâtre de la pleine lune. Alain Sirou, rédacteur en chef de Ciel et Espace.
partenaire avec aussi un petit objet que vous avez distribué, Voilà, qu'on présentera tout à l'heure. voilà, je crois qu'on va regarder tous ensemble la Lune, ce qui se passe sur le plateau et plein de questions déjà qui surgissent du public parce que ce qu'on va nous présenter est extraordinaire. Un homme qui a marché sur la Lune. Il ne faudra pas oublier de parler de l'actualité qui est cette collision que certains, notamment en Angleterre, ont annoncé comme catastrophique. Avec la vraie vérité. Voilà, Shoemaker-Levy face à Jupiter. Il y a un an, jour pour jour, l'homme que je vais vous présenter maintenant n'était vraiment pas sur Terre. Jean-Pierre Aigneret, cosmonaute français. On dit cosmonaute, spationaute ou astronaute, Jean-Pierre? Quand on vole en Russie, on appelle cosmonaute comme les Russes. Alors il y a un an, vous étiez, lors de la mission Altaïr, après la mission Antares qui va emmener Michel Tonini, vous étiez dans la station Mir. C'est ça, avec mes camarades russes, et que de même qu'il y a des camarades russes qui volent encore ce soir. Et je vous remercie de m'inviter ici sur la Lune ce soir. Ah non, c'est un vrai plaisir. Puis tout à l'heure, nous dialoguerons en direct avec eux. Roger Maurice Bonnet, l'ESA. On dit d'abord ce que c'est, l'ESA? Eh bien, c'est l'agence spatiale européenne, si vous voulez, une espèce de NASA de l'Europe. Parce que l'Europe a son mot à dire. Et l'Europe a son mot à dire, en particulier en ce qui concerne la Lune, puisque nous sommes en fait en train d'essayer de relever le défi. Nous sommes presque prêts à partir. Voilà. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Oui, c'est la deuxième partie de cette émission pour bien montrer qu'après être allé sur la Lune, il y a l'avenir. Jean-Pierre Vibring, un planétologue, c'est quoi? Quelqu'un qui, en astrophysique, s'intéresse aux planètes essentiellement. Vous avez travaillé sur des pierres lunaires. Oui, notre équipe a fait partie des groupes qui ont reçu des échantillons lunaires il y a une vingtaine d'années. Bon, à tout à l'heure. Merci Jean-Pierre Vibring. L'émission de France Inter qui est en parallèle de celle de France 2 et qui nous permet de recueillir beaucoup de témoignages d'auditeurs a déjà commencé. Marie-Odile Monchicourt, bonsoir. Je suis très heureux qu'on se retrouve comme ça. Comment ça se présente? Eh bien, ça se présente très bien parce que, évidemment, les questions affluent de tous les côtés. Les questions s'adressent aux astrophysiciens, à Jean-Pierre Aigneret, à Buzz Aldrin, etc., etc. Et on s'aperçoit que finalement, la Lune, qui est cet astre qui fait complètement partie de nous, les hommes sont nés avec une vision du monde en intégrant la Lune. Cette Lune qu'on a déifiée, on en a fait un dieu. Puis tout d'un coup, il y a des scientifiques qui commencent à tourner des lunettes vers la Lune. Ils s'aperçoivent qu'il y a des montagnes. Ça devient un objet scientifique, un objet d'étude. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a des hommes qui ont marché sur la Lune. Eh bien, cette Lune est devenue un objet d'observation absolument passionnant. Alors évidemment, les questions affluent de tous les côtés. Ouais. On peut continuer au 45 24 7000 et puis 45 24 7000 et puis le Minitel, Minitel 36 15 France Inter. Code France Inter jusqu'à 2h30 à peu près. Hein. Oui. Merci vous avez le temps d'être toujours aussi passionné sur France Inter et sur France Info. Je vais traverser ce très beau décor qui a été préparé par l'équipe de Guy Lelon avec la présence bien sûr aux manettes générales de cette émission de la 4e Nuit des Étoiles comme d'habitude Jean Casdave et puis tous les techniciens de la SFP qui ont longuement travaillé dans ce site de Gourgoubès pour préparer ici. Si je suis à côté de la fusée Ariane 5, c'est un petit peu pour relayer ce que disait tout à l'heure Roger Maurice Bonnet, c'est aussi pour vous parler d'avenir. On évoquera ce que ce lanceur permettra, ce que cette fusée permettra dans les années futures. Peut-être à la fin de l'émission, évoquerons-nous Mars, je vous le promets. Mais regardez bien cette maquette très précise. On vous dira très exactement où se trouvent dans cette maquette de la station Mir ceux avec lesquels nous serons en direct à 22h55, à la minute près. Nous serons en direct avec Valérie Poliakov, qui est en train de tenter un record tout à fait extraordinaire. Il doit rester 14 mois dans la station Mir, avec Talgat Moussabayev et Yuri Malenchenko, qui eux viennent d'arriver. Ils sont arrivés le 3 juillet dans cette station Mir. Nous en parlerons en direct avec eux à partir de 22h45, 22h55 très exactement sur France 2. Restez bien à l'écoute. Regardez bien ça. Pour la plupart d'entre vous, ceux qui sont au minimum de mon âge, mais peut-être pour les plus jeunes aussi, ils se rappellent bien de cette fusée. Cette fusée, c'est l'imaginaire d'Hergé qui, bien avant que Buzz Aldrin, notamment, aille sur la Lune, avait imaginé que des hommes puissent aller là-bas. C'était Tintin, objectif Lune, et on a marché sur la Lune. Voilà pour la présentation générale de cette émission. Vous allez vous dire, mais la Lune, c'est aussi peut-être pas seulement des chiffres, des statistiques ou des choses très, très rationnelles, c'est aussi des croyances, des mythes. Nous en parlerons, car effectivement, autour de la Lune se greffe tout un tas d'imaginaires. Mais souvenez-vous, 2 hommes sont allés sur la Lune. L'un d'entre eux sera parmi nous dans quelques instants. Au début des années 60, le président John Fitzgerald Kennedy, c'était le 25 mai 1961, devant le Congrès américain, lançait un défi. Sans doute fallait-il relever le défi idéologique face aux soviétiques qui étaient déjà très en avance dans l'expérimentation spatiale. Il avait affirmé que d'ici la fin de la décennie des années 60, des Américains mettraient le pied sur la Lune. Ce fut une affirmation vérifiée. Le président Kennedy ne le verra pas, il fut assassiné. Mais le 16 juillet 1969, c'est-à-dire demain, jour pour jour, 25 ans après, la fusée géante Saturne V décollait.
« 15 juillet 1969. Un quart de siècle jour pour jour. Sous la lumière crue des projecteurs de DCA, Saturne V. 3000 tonnes, 115 mètres de haut. L'ultime nuit avant le départ, mais bien peu dormiront cette nuit-là à Cap Canaveral. 420 000 techniciens ont travaillé sur ce programme pendant 8 ans. Jusqu'à la dernière seconde, il va falloir remplir les réservoirs, contrôler des milliers de détails, des détails qui pourraient avoir des conséquences dramatiques. Dans cette aventure, il n'y a qu'un cheveu entre l'échec et la réussite. Neil Armstrong, commandant de bord d'Apollo 11. Les scaphandres sont enfilés, le petit déjeuner oublié, les contrôles médicaux ressemblent encore à la routine. Mais les cœurs battent déjà un peu plus vite, ceux des médecins peut-être plus encore que celui de Buzz Aldrin ou de Michael Collins. Les 3 astronautes sont là pour tenir le serment fait par John Kennedy juste avant d'être assassiné. Nous poserons un homme sur la Lune et nous le ramènerons sain et sauf avant la fin de la décennie. 9h32. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6. Les centaines de milliers d'Américains n'entendront pas dans le vacarme des 5 moteurs du premier étage Michael Collins s'écriait. La bête se réveille, elle nous balance dans nos sièges. J'espère seulement qu'elle sait où elle va. Déluge de feu, de flammes et de glace, arrachés par les vibrations sur les réservoirs d'oxygène liquide. Un spectacle que ceux qui ont vu n'oublieront jamais. Une flamme de 500 mètres de long, et puis en haut, tout en haut, dans ce minuscule point blanc, 3 hommes qui partent vers la Lune. Navigation, navigation. Houston, est-ce que tous les signaux sont au vert? Oui, nous vous recevons 5 sur 5. Le premier étage a brûlé 2200 tonnes de kérosène et d'oxygène. Il se sépare automatiquement et retombera bientôt dans l'océan Atlantique. Le second étage, lui, se désintégrera en rentrant dans l'atmosphère. Houston? Oui, nous vous avons, vous êtes très bien. Oui, d'accord pour la direction. La séparation s'est effectuée parfaitement. À bord, un 4e cerveau vient aider les astronautes, l'ordinateur. On a souvent posé la question, à quoi a servi la course à la Lune? L'explosion de la micro-informatique est l'une de ces réponses. Le voyage va durer 4 jours. La vie à bord reste difficile. Imaginez 3 hommes, 24 heures sur 24, dans une cabine téléphonique. À travers le hublot, la Terre s'éloigne à 38 000 km/h. La planète bleue, resplendissante dans le noir cosmique. Contraste. Lorsque le vaisseau bascule sur lui-même, ce bleu du ciel, l'azur des mers, cède la place à un désert gris, lugubre, terrifiant. Collins dira plus tard, à 400 000 km de la Terre, le stress nous tenaillait. Le module de commande d'Apollo 11 vient de libérer le LEM, surnommé Eagle. Michael Collins reste seul en orbite. Tandis que debout, à bord de ce moustique, Neil Armstrong et Buzz Aldrin entament la descente finale. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro. Go. Righto. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Altitude 4200. Houston, you're go for landing, over. Durant 12 longues minutes, le moteur d'Eagle va fonctionner lorsqu'une lumière jaune s'allume. Danger. Alerte 1202. À Houston, Steve va régler par 2 fois le problème. L'ordinateur de bord était en surcharge d'informations. Neil scrute la surface. Il décide d'éviter un énorme cratère. Le moteur fusée soulève un nuage de poussière. 165 mètres, descente, 9 mètres par seconde.
100 mètres. Cela descend gentiment. Allumons les phares. 11 mètres d'altitude. Avançons très lentement. Nous sommes poussés sur la droite. 1 mètre. OK. Eagle a atterri. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. I'm at the foot of the ladder. The limb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. Okay, ready for me to come out? All set. Okay, I'm on the top step. À son tour, Aldrin descend. From one step to the next. Tout est au point. Je suis sur le haut de l'échelle. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and 3 pas encore et mon pied touche la surface. there you go. Okay, now I think I'll do the same. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais essayer de remonter. Mais il me manque encore quelques centimètres. Another inch. There you got it. That's a good step. C'est une bonne chose de faite. Beautiful view. Isn't that something? Super. On n'aurait jamais imaginé le paysage autour de nous. Buzz is erecting the solar wind experiment now. Aldrin et Armstrong vont installer plusieurs appareils scientifiques. Sismographe pour enregistrer les vibrations du sol, réflecteur laser pour mesurer la distance Terre-Lune à 1 mètre près, laboratoire pour étudier le rayonnement solaire. Le tout continuera à fonctionner des années après leur départ. Au total, les 2 astronautes ont laissé 6 tonnes de matériel sur la Lune. En échange, ils rapporteront une 20aine de kilos de roches. Leur séjour n'a duré que 2 heures et 14 minutes. Mais Buzz et Nell garderont jusqu'à leur mort le souvenir de cet unique et fascinant voyage. Il y a 25 ans, il était sur la Lune. Le voici devant vous. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir M. Buzz Aldrin. Wonderful to be here. Buzz Aldrin, 25 ans après, lorsque vous revoyez ces images, est-ce que vous avez toujours autant d'émotions ou est-ce que vous êtes un peu lassé? Je suis toujours aussi enchanté, toujours ému de voir ces images. Et je suis surtout heureux de voir tous ces visages souriants autour de moi ici dans le Midi. Merci de votre hospitalité. Et vous voyez tous ces enfants pour lesquels vous êtes un héros. Est-ce que vous avez l'impression d'être un héros effectivement pour eux? Eh bien, j'espère que je suis un bon exemple à suivre. On a fait ce qu'on a fait et on a atteint nos objectifs qui étaient des objectifs plutôt exemplaires. On est fiers de notre travail et j'espère que vous tous, quand vous aurez mon âge, les enfants, vous serez fiers de votre vie aussi.
On a dû vous poser des milliers et des milliers de questions. Alors, je vais peut-être vous poser une question que vous avez déjà entendue, mais je voudrais savoir, lorsque vous avez posé votre pied sur le sol de la Lune, qu'est-ce que vous avez senti? Vous avez senti de la poussière, vous avez senti quelque chose de dur? Qu'est-ce que vous avez senti au bout de votre pied? On se sentait surtout très fiers, un peu nerveux. On avait un grand défi devant nous. On réalisait la responsabilité qui nous incombait et on était surtout déterminés à faire de notre mieux professionnellement pour être sûr que notre pays et le monde entier soient fiers de nous. Mais au bout de votre pied, c'était en fait un endroit très bizarre. Mais au bout de votre pied, vous avez senti quoi? En ce qui concerne mon pied, c'était plutôt mou. On avait des bottes molles, élastiques, et on ne pesait que le 1/6 de ce qu'on pèse sur Terre. Donc, on n'avait pas, en fait, cette sensation d'être en déséquilibre, sur le point de perdre son équilibre. Il suffisait simplement de bouger un petit peu son pied, comme bouger au ralenti. Donc, un monde de rêve. Merci, Buzz Aldrin. Je vais vous demander de venir vous installer dans ce cratère imaginé par notre décorateur Guy Delon. Et puis nous allons continuer cette 4e des étoiles en voyant en même temps ce qui a été l'accueil des Américains lorsque vous êtes revenus, c'est-à-dire des images de la fameuse parade qui s'est passée dès que vous êtes arrivés aux États-Unis. On va revoir ces images. Buzz Aldrin, est-ce que vous n'avez jamais regretté, malgré tout ce que vous avez vécu, ce que vous n'avez pas regretté, au fond, d'être resté un homme ordinaire? Parce que ça doit être quelquefois compliqué d'être ce que vous êtes. Être un héros n'est pas tâche facile. Mais ça a ses avantages et ça pèse beaucoup plus lourd que quelques désavantages qui existent. J'ai pu visiter beaucoup d'endroits du monde entier, j'ai rencontré beaucoup de gens merveilleux et pour cela, je ne changerai pour rien au monde. Vous continuez de regarder la Lune le soir comme ça? Eh bien, ça m'arrive quand j'arrive à le trouver. Avec Hubert Reeves et Jean-Pierre Vibring, on va parler maintenant de la Lune, peut-être présenter notre satellite. On va voir des images de la Lune en direct, bien sûr. Hubert, une présentation peut-être générale? Oui, alors ce dont on va parler ce soir, c'est de la Lune, mais aussi également de ce que nous avons appris sur la Lune, de ce que l'exploration de la Lune nous a appris. Alors, la Lune, donc, c'est le satellite de notre Terre, et elle a ceci de particulier que par rapport aux autres planètes qui ont des satellites aussi, notre satellite est un gros satellite. Il n'est pas beaucoup plus petit que la Terre, alors que la plupart des autres satellites, Jupiter et Saturne, sont tout petits par rapport à l'échelle de la planète. Je peux donner le diamètre, 3476 km, pour le nôtre c'est 12 756, voilà, c'est ça? C'est presque le quart, donc c'est pas beaucoup plus petit. Et ce dont on va parler, je crois qu'on va s'adresser maintenant à Jean-Pierre Vibring, oui. Pour qu'il nous fasse une espèce de portrait de quelles sont les différences maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des différences essentielles entre notre planète, la Terre, et la Lune. En quoi diffèrent-elles au cours de leur histoire, au cours de leur façon de se présenter à nous? Jean-Pierre Vibring. Je dirais que la première chose qui frappe, bien sûr, c'est que la Terre est une planète active, qui change, une planète vivante. La Lune, c'est une planète morte. Sur la Terre, il y a de l'eau, il y a des montagnes qui se forment, des continents qui dérivent. Sur la Lune, pas d'eau, pas d'atmosphère, rien ne bouge en surface. Pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est incroyable, mais c'est essentiellement ce facteur 4 dans le rayon. C'est-à-dire que la Lune est petite, la Terre est plus grande, et cela suffit pour que, à l'intérieur de la Terre, il fasse chaud, il y a du magma, il y a de l'activité. La Lune est tellement petite qu'elle s'est refroidie très rapidement, elle a pris en masse, elle a gelé il y a déjà plus de 3 milliards d'années.
Alors bien sûr, quand on regarde une photo de la pleine lune, on s'aperçoit qu'il y a à la surface de la pleine lune des contrastes, des zones sombres qu'on appelle les mers, parce qu'avant on pensait qu'il y avait de l'eau, bien sûr il n'y a pas d'eau, on le sait maintenant, et des régions claires autour. Alors s'il y a ces contrastes, on va le voir tout à l'heure, c'est parce qu'il y a eu de l'activité dans le passé. Mais depuis 3 milliards d'années, ça ne bouge plus. Et tout ça pour une histoire de taille. Et alors quand on regarde les pas que nos astronautes ont laissés là-bas, ce qui est étonnant, c'est de penser que ces pas vont rester non perturbés pendant des millions d'années maintenant. Pendant des millions d'années, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, parce qu'il n'y a pas de vent, parce qu'il n'y a plus d'évolution. La seule évolution qui est en surface, on en reparlera tout à l'heure, c'est ce bombardement de micrométéorites qui remue de l'ordre d'1 millimètre par million d'années, mais c'est presque rien à l'échelle de ce qui se passait avant. Alors, bon, bien sûr, il y a une chose aussi étonnante, c'est que ces deux astres, la Lune et la Terre, qui ont eu des destins complètement différents, en fait, ont une énorme influence l'un sur l'autre. Et sur la petite animation qu'on voit ici, on se rend compte que le fait que la Lune tourne autour de la Terre montre bien qu'elle est attirée par la Terre. Il y a une attraction relative qui se traduit par ce qu'on appelle des effets de marée. Alors, les effets de marée de la Lune sur la Terre, on les connaît bien, c'est cette périodique oscillation des océans. Mais ce que l'on ne sait peut-être pas, c'est que l'attraction de la Terre sur la Lune fait cette chose étonnante que la Lune, bien sûr, tourne sur elle-même, il y a un jour lunaire, mais la durée du jour lunaire correspond exactement à la durée que met la Lune pour faire le tour de la Terre. Et ça se solde par le fait que la Lune montre toujours la même face à la Terre. Il y a une seule face visible, et ça on le sait depuis bien longtemps, on ne peut pas connaître la face cachée. Un petit peu comme des danseurs qui tournent en valsant se verront toujours dans la face, ne se verront jamais la nuque. Et pourtant, il tourne. Oui. Sur ce que vient de dire Jean-Pierre Bibring ou Hubert Reeves, Buzz Aldrin, vous avez un commentaire de ce que vous avez, vous, ressenti en étant là-haut? Pendant qu'on faisait le tour de la Lune, cette face cachée était beaucoup plus rugueuse, beaucoup plus accidentée et, je dirais même effrayante que de l'autre côté. La face claire a semblé être beaucoup plus lisse. En surface, j'arrivais à regarder et voir l'horizon que, disons, à une distance de 2 km, ça disparaissait comme ça dans tous les sens, tout autour de moi. Il était clair que nous étions sur une sphère et que, en tout cas, la Lune n'est pas plate, comme on pensait pour la Terre. On voyait des rochers à l'horizon très clairement découpés. Le soleil était derrière nous. On avait donc une lumière très forte, ce qui nous empêchait d'ailleurs de voir des étoiles, même si le ciel était noir de velours. Pareil que quand on fait l'orbite, le ciel est très noir et on n'arrive pas à voir les étoiles. C'est une jolie expression, noir de velours, hein, Hubert? Noir de velours, très jolie expression que j'ai entendue pour la première fois dans la bouche de Buzz Aldrin il y a quelques minutes. Alors on continue la prise de connaissance de la Lune. Oui, alors sur l'image que nous allons voir maintenant, nous allons voir la Terre et la Lune ensemble. C'est une image très impressionnante parce qu'on voit notre Terre ici, une demi-Terre et une demi-Lune aussi. Le Soleil est au-dessus et là on comprend bien pourquoi il y a des demi-lunes et on comprend bien qu'il y a également des demi-terres. C'est le phénomène d'éclairage dont Jean-Pierre parlait tout à l'heure. Dans la diapositive suivante, nous allons voir maintenant la Lune, la Terre vue de la Lune, et là on voit aussi qu'il y a des croissants. Alors un phénomène intéressant qu'on a découvert depuis un certain temps, c'est que la Lune s'éloigne progressivement de la Terre. Pas très vite, 4 cm par an. C'est mesuré avec une grande précision, par exemple au CERGA, l'observatoire du CERGA près de Grasse. On envoie un faisceau laser et le faisceau laser revient et on mesure le temps du retour. Ça donne 4 cm par an. Alors ça paraît très peu, mais ce qui se passe, c'est que ce mouvement d'éloignement de la Lune de la Terre a pour effet de ralentir la rotation de la Terre et pour effet donc de changer la période de la Terre. Et on s'aperçoit que, par exemple, aujourd'hui, dans un an, nous avons 365 jours de 24 heures. Quand on recule quelques 400 millions d'années dans le passé, il y avait déjà des vivants, des amphibiens, il y a 400 millions d'années dans le passé, on avait un jour de 22 heures. La Terre tournait plus vite et donc faisait plus de tours par année, elle faisait 400 tours par année. Et là, on s'aperçoit comment la Lune a une influence sur notre Terre. Elle en a bien d'autres, on va en parler au cours de ces émissions, mais une des influences, c'est que son mouvement de recul a pour effet de modifier la vitesse de rotation de notre Terre. Alors là, on voit encore une très belle photo, la photo de notre planète très bleue, avec son atmosphère,
et la Lune grise, rocailleuse, désertique, sans atmosphère. Je crois que dans la photo suivante, nous allons maintenant... Qui est un dessin, je crois, c'est ça? Alors, c'est un dessin, mais c'est un dessin intéressant parce que là, il montre ensemble le Soleil, la Lune et la Terre, et on voit très bien la nouvelle Lune, mais aussi la nouvelle Terre. Donc, ce que l'exploration de l'espace nous a confirmé, c'est que nous savions bien sûr depuis Galilée, c'est que la Terre et la Lune sont des astres, des sœurs jumelles d'une certaine façon, et nous aurons l'occasion de parler un peu plus tard de la Lune par rapport à la Terre. Avec vous, on revient peut-être sur la rotation elle-même, hein, Jean-Pierre Brieuring. Oui, on va voir les images de la rotation de la Terre. Hein, avec une véritable balade sur la Lune. C'est quelque chose qui est très révélateur.